Amis combattants de la liberté, mesdames, messieurs, bienvenue sur Pan-African Media. Il est 20h, c'est l'instant d'information sur votre chaîne. À la une de l'actualité, élection présidentielle sénégalaise 2024, la coalition de Karim Wade réclame le report des élections. Écarté de la course, le fils de l'ex-président sénégalais et ses alliés ont demandé au Conseil constitutionnel l'organisation des élections à une autre date que celle prévue initialement pour le 25 février prochain. Et le Parlement vient de créer une commission d'enquête sur le processus électoral hier, 31 janvier 2024, approuvée par la majorité des députés, une décision qui alimente une volonté de l'opposition du report de ce scrutin. Nous faisons le point dans ce journal. Alliance des BRICS+, la Russie de Vladimir Poutine prend le règne pour cette année 2024, avec pour objectif la dédollarisation des échanges dans les pays membres. Cette organisation va désormais être présidée par la Fédération de Russie et attire pas mal de pays africains. C'est tout pour le titre, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information au pays des hommes intègres, bien sûr, et parlons de l'effort de paix. Les populations de villages de Tankoualou et de Nassourou, dans la commune de Futuri, province de la Komandjari, ont remis 250 000 francs CFA en soutien à l'effort de paix le 30 janvier dernier. Pour ce geste, ils assistent leur autorité de transition dans leurs efforts à défendre le pays. Fabiola Dombe nous en dit plus. Vaincre le terrorisme est l'une des principales luttes du Burkina Faso et les forces armées ainsi que les VDP sont au four et au moulin pour une victoire proche. Ainsi, dans le cadre du soutien des autorités de la transition à l'effort de paix, les populations des villages de Tankoualou et de Nassourou dans la commune de Futuri, dans la province de la Komandjari, ont remis le 30 janvier 2024 une somme de 254 000 francs CFA au président de la délégation spéciale de Futuri, Moumouni Sanare. La dite somme a été versée au trésor public du Burkina Faso. Ce geste est une manière d'appeler les filles et les fils de ce pays à contribuer à l'effort de paix et à faire de la lutte de la reconquête du territoire les leurs. En rappel, le capitaine Ibrahim Traoré a signé le 19 avril 2023 un décret de mobilisation générale d'une durée d'1 an. Outre la mobilisation générale et la mise en garde, il a également fait appel à des initiatives publiques ou privées, citoyennes de solidarité et de contribution à l'effort national de la lutte contre le terrorisme, au profit en particulier des zones à fort défi sécuritaire. Cet appel à la contribution lancé par le président de la transition, Ibrahim Traoré, continue jusqu'aujourd'hui de générer des fruits. Ceci a permis de récolter environ 99 milliards de francs CFA en moins d'1 an depuis le début de la collecte des dons. Les contributions volontaires se poursuivent et peuvent faire aussi bien en nature qu'en espèces. Notons que les forces armées du Burkina Faso ainsi que les VDP sont engagés dans la lutte pour la libération totale du territoire en prise du terrorisme depuis des années. Et selon les nouvelles du front, l'armée burkinabé ne cesse de dicter à l'ennemi qui est le vrai patron des lieux avec des frappes et neutralisations ici et là. Force, courage et détermination aux forces armées du Burkina Faso. Parlons toujours, n'est-ce pas, au pays des hommes intègres, mais cette fois-ci parlons de la rupture avec la CEDEAO au lendemain de l'annonce conjointe du retrait des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Les membres de la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso ont apporté leur soutien à la décision des chefs d'État. Les décisions emblématiques prises par ces 3 pays ne sont pas du goût des détracteurs internes et externes, souligne le porte-parole de la coalition Zakaria Tanyan. Il en veut pour preuve une série de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État et des communications perfides tendant à prédire l'apocalypse pour les pays en question. La coalition a par conséquent invité le peuple de l'AES, particulièrement celui du Burkina Faso, à rester vigilant et à prendre toutes les dispositions utiles pour faire barrage à toute tentative de perturbation
de la transition en cours. Elle demande également aux autorités coutumières et religieuses de se mobiliser pour la cause de la transition comme ils l'ont toujours fait quand les intérêts fondamentaux de la patrie étaient en jeu. Dans la suite du journal, nous parlons toujours de cette rupture avec la CEDEAO. La croissance économique de la région est menacée. Selon Modi, l'agence de notation, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO pourrait avoir un impact négatif sur la croissance économique de la région. Elle estime que le retrait de ces trois pays pourrait perturber les flux commerciaux et de services de la région. Cette décision pourrait également peser sur la confiance des entreprises, entrevant potentiellement la croissance économique de la CEDEAO. La situation pourrait encore s'aggraver si le trio décide également de quitter l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette organisation regroupe 8 pays de la CEDEAO et dispose d'une monnaie commune, le franc CFA. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'UEMOA pourrait entraîner la dévaluation du franc CFA, une situation économique qui serait compliquée pour la sous-région dans le jour à venir. Au Mali, parlons du dialogue intermalien. Le président Assimi Goïta nomme 140 membres pour diriger le comité. Ces personnes seront chargées de piloter le dialogue intermalien initié en décembre dernier par le chef de l'État du Mali, dont le principal objectif étant de réconcilier les fils et filles maliens. Le décret a été rendu public hier, 31 janvier 2024. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Le mercredi 31 janvier 2024, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a émis le décret numéro 2024-0061-PTRM portant nomination des membres du comité de dialogue pour la paix et la réconciliation nationale. 140 personnes ont été nommées, parmi lesquelles 4 ont été désignées pour diriger le comité, dont Ousmane Issoufou Maïga, président, Jean Bosco Konaré, vice-président, pour ne citer que ces deux-là. En rappel, l'objectif principal du comité est de préparer et d'organiser le dialogue. Ces missions comprennent l'élaboration de la validation des termes de référence du dialogue, l'assurance de la programmation, de la coordination et de la supervision des différentes activités, la conception et la mise en œuvre du plan de communication, ainsi que l'élaboration du rapport final du dialogue et du rapport d'exécution de sa mission. Cet organe de dialogue intermalien avait été créé par le président de la transition, chef de l'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, pour parvenir à la paix. Le en création de ce comité entérine la dénonciation par les autorités de Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger conclu en 2015 avec les groupes armés indépendantistes du Nord sous médiation internationale et algérienne. Cette décision est, selon le porte-parole du gouvernement, entre autres, par le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. Mesdames, Messieurs, vous regardez cette grande édition d'information sur Pan-African Media et vous faites bien. Parlons de la présidentielle au Sénégal. L'Assemblée nationale du Sénégal, justement, a approuvé mercredi 31 janvier 2024, lors des débats, la création d'une commission d'enquête visant donc le Conseil constitutionnel. Cette commission alimente une volonté du report de la présidentielle du 25 février prochain. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Après une longue journée de débat, les députés ont décidé d'ouvrir une enquête parlementaire pour passer au crible des décisions du Conseil constitutionnel, examiner les conditions dans lesquelles le candidat Karim Wade a été exclu de la course à la présidentielle du 25 février et les accusations de corruption contre certains juges du Conseil constitutionnel. Ce comité d'enquête a été adopté à 120 voix pour 24 contre. Le Conseil constitutionnel est un organe essentiel du processus électoral. La demande de création de cette commission a été initiée
par la coalition de Karim Wade, personnalité disqualifiée par cet organe. Elles mettent en cause l'intégrité des 2 membres du Conseil. M. Wade, fils et ministre de l'ancien président Abdoulaye Wade, c'est dans un message félicité d'une première victoire. Il déclare, je cite, « C'est une avancée majeure pour prévenir le chaos et sauvegarder la démocratie au Sénégal. Notre prochaine lutte est le report de cette élection présidentielle qui s'apparente à un simulacre », a-t-il écrit. Pour Mamadou Lamine Thiam, à la tête du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais et ses alliés à l'origine de cette initiative, il fallait absolument une enquête sur le travail du Conseil constitutionnel. Selon lui, Karim Wade a été injustement écarté de la compétition électorale. 900 000 électeurs inconnus du fichier, 9 candidats écartés du jeu. Donc, le pays ne peut pas organiser des élections dans telles conditions. Les partisans de Karim Wade espèrent un report des élections pour permettre à leurs candidats de revenir dans la course. Par contre, le représentant de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, Ayib Daffé, qui sans succès a voté contre la commission d'enquête, il affirme que la résolution elle-même dit qu'elle vise un report des élections, un arrêt du processus électoral. Nous n'allons pas nous associer à quelque chose, même si elle est irréaliste, qui est détournée de ses fins propres, souligne-t-il. Un grand nombre de membres de l'actuel camp présidentiel ont soutenu la création de cette commission. Des adversaires du président sortant Macky Sall soupçonnent un plan pour repousser la présidentielle parce que le pouvoir craindra de la perte. Des camps diamétralement opposés, tous les regards sont tournés vers l'équipe d'enquête qui est constituée de 11 députés. Ils ont 6 mois maximum pour rendre. Nous voici en Afrique du Nord. La conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Maroc va donc l'abriter pour cette 33e édition pour l'Afrique. Elle se tiendra sous le thème Système agroalimentaire résilient et transformation rurale et inclusive du 27 au 29 mars à Rabat, le royaume chérifien. Fabiola Dombe nous donne plus de précisions. Ce sera sur le thème central des systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive que la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, prévue du 18 au 20 avril 2024, se tiendra à Rabat. Un mémorandum d'entente à ce sujet a été signé le mercredi 31 janvier entre le ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Jean Senaton. Ce mémorandum établit les termes de partenariat et des mesures nécessaires à la réussite de la conférence. Le ministre marocain a souligné l'engagement du Maroc envers des systèmes agroalimentaires durables et inclusifs en Afrique, se montrant impatient d'accueillir la communauté rurale pour partager des expériences et explorer des solutions innovantes. Pour sa part, le représentant de la FAO, Jean Senaton, a salué l'engagement du Maroc en faveur de la sécurité alimentaire et du développement rural. La conférence régionale se déroulera en 2 temps, à savoir une session virtuelle réservée aux hauts fonctionnaires du 27 au 29 mars prochain qui abordera des aspects techniques de la sécurité alimentaire et de la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique et une session ministérielle du 18 au 20 avril à Rabat. C'est dans les membres de la FAO de la région africaine, certaines institutions spécialisées du système des Nations Unies ainsi que des organisations intergouvernementales et des organisations de la société civile. La diversité linguistique sera prise en compte avec des travaux se déroulant en anglais, en arabe, en français et en portugais. L'événement prend des ministres de l'Agriculture et d'autres portefeuilles clés liés à la transformation des systèmes alimentaires couvrant des domaines tels que les finances, le commerce et l'industrie, la foresterie, la pêche, l'environnement, la science et technologie et la santé. Considérée comme une plateforme stratégique, cette 33e session offrira aux participants une opportunité unique de partager des bonnes pratiques, explorer de nouveaux partenariats et discuter des opportunités et des solutions innovantes pour la transformation des systèmes agroalimentaires.
La conférence ambitionne de fournir des orientations régionales de la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique à travers des discussions qui porteront sur le cadre stratégique de la FAO 2022-2031. Cette feuille de route vise à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable pour la résorption de la pauvreté, de la faim et des inégalités, notamment via le développement du système agroalimentaire plus efficace, inclusif, résilient et durable. Le Maroc présidera la conférence régionale lors de sa 33e session. Le pays a été élu pour organiser à l'occasion de la 32e session de la conférence, accueillie par la Guinée équatoriale du 11 au 14 avril 2022. Promotion de la santé pour tous en Afrique, le Kenya lance un pôle panafricain dont l'objectif étant de contribuer à la transformation des services de santé primaire sur le continent. Une organisation à but non lucratif qui a été lancée officiellement hier, 31 janvier 2024. Écoutons une fois de plus Fabiola Dembe. Le ministère kenyan de la Santé, en partenariat avec Village Reach, une organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans la santé, a lancé le mercredi 31 janvier le pôle régional pour l'Afrique à Nairobi, la capitale kenyane. Ce nouveau pôle a pour vocation à contribuer à la transformation des services de santé primaire sur le continent. La directrice du département de la promotion et de l'éducation à la santé au ministère kenyan de la Santé, Gladys Mugambi, a déclaré que ce pôle continental s'appuierait sur les outils numériques, les initiatives communautaires, l'apprentissage par les pairs et les partenariats afin de garantir que les services de santé préventive et de sensibilisation sanitaire soient disponibles dans les zones difficiles d'accès. Le centre espère promouvoir l'innovation, la recherche et la collaboration nécessaires pour parvenir à une couverture sanitaire universelle sur le continent. Mugambi a noté que le Kenya avait adopté un cadre législatif et politique progressiste et s'efforçait d'exploiter des données et des technologies émergentes dans le but de faire évoluer les services de santé dans les régions reculées du pays. De fait, le pôle régional pour l'Afrique servira de rampe de lancement pour les innovations et des meilleures pratiques susceptibles d'être généralisées pour réduire le fardeau des maladies sur le continent. Grâce à son partenariat avec Village Reach, le ministère de la Santé du Kenya exploitera les données et les outils numériques pour combler ses lacunes en matière de ressources humaines et améliorer l'approvisionnement des zones reculées en produits de santé. Emily Bancroft, directrice générale de Village Reach, a indiqué que le lancement du pôle permettrait d'améliorer l'accès des groupes démographiques marginalisés du continent aux produits et services de santé. Le pôle devrait, en outre, renforcer la résilience des systèmes de santé publique africains face à divers types de chocs et garantir qu'ils répondent bien aux besoins de la communauté locale. Elle a souligné que la création des chaînes d'approvisionnement résilientes, la requalification de la main-d'œuvre locale et l'investissement dans les technologies étaient par ailleurs essentiels pour réduire la mortalité maternelle et infantile en Afrique. Actualité au-delà de frontières africaines, parlons bien sûr de l'alliance de BRICS+. La Russie prendra cette année 2024 la présidence de cette alliance avec pour objectif la dédollarisation de zones de paiement et transfert, avec justement la dédollarisation des pays membres de cette alliance et les paiements transfrontaliers impliquant les CBDC. La première réunion de cette alliance se tient actuellement à Moscou avec la participation des nouveaux membres de cette alliance. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Suivant le thème qui a guidé l'alliance des BRICS tout au long de l'année écoulée, la Russie a réitéré que l'abandon du dollar américain était la principale priorité pour 2024. Monnaie de guerre, le dollar est une arme utilisée pour résoudre les besoins politiques, affirme Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, s'exprimant lors de la première réunion de Sherpa des BRICS
en 2024 sous la présidence russe. Conformément à la décision prise par les dirigeants des BRICS à Johannesburg, ces derniers exploreront les moyens d'étendre l'utilisation des monnaies nationales et locales et des instruments de paiement dans les transactions transfrontalières. L'objectif est de réduire les effets secondaires négatifs du système monétaire international actuel, dollar plus SWIFT, selon Sergei Ryabkov, le Sherpa chinois. Ma Chaosu a également appelé à l'utilisation des monnaies nationales dans les règlements internationaux. Il est question de renforcer cette coopération et promouvoir le développement de la nouvelle banque de développement de BRICS NDB. Pour son homologue iranien Mehdi Safari, le terrain s'attendait également à une intensification de la transition vers des règlements en monnaie nationale au cours de la présidence russe de l'Alliance. Ainsi, la dédollarisation va s'intensifier en 2024 et ce n'est sans doute pas un hasard si les menaces militaires américaines envers l'Iran se font de plus en plus insistantes. Washington semble prêt à faire la guerre pour éviter de dissuader les pays du Moyen-Orient de se joindre à la défiance monétaire. Le monde a besoin d'une monnaie et d'un système de paiement apatride. Il est temps que les BRICS en prennent conscience plutôt que de s'appuyer sur le CBDC et la Banque des règlements internationaux. Pour cette première rencontre des BRICS, dans le compte de l'année en cours, des représentants de 5 nouveaux membres, notamment Arabie Saoudite, Égypte, Iran, Émirats Arabes Unis et Éthiopie, y ont participé pour la première fois. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note des BRICS, bien sûr, que nous mettons un terme à cette édition d'information sur votre chaîne de combat Pan-African Media. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à la même heure, même chaîne de télévision. Bonsoir.